Alors, hop, le temps que je remette ça. Ok, cool. Alors, ce soir, du coup, on va faire un petit stream tranquille, un petit stream posé. J'avais partagé ça du coup sur Instagram vite fait. Je suis en plein deuil en ce moment, voilà. Donc j'ai besoin vraiment de me vider la tête. Et il y a une vidéo que j'attends tous les ans avec impatience, c'est celle du Pumpkin Autumn Challenge qui est proposée par Guimauve. Et quand je l'ai vue tomber hier, je j'ai pas voulu la regarder, du coup je me suis dit qu'on allait le faire ensemble et qu'on allait du coup découvrir ça et que j'allais composer ma pile à lire avec vous. Voilà, donc ça va être un moment, je pense, de grande solitude pour moi parce que je vais être accroupie là-bas, par terre, devant ce tiroir qui contient absolument tous mes livres. Il y en a une bonne cinquantaine dedans, je pense, qui est un peu ridicule. Mais enfin, voilà, c'est la réalité des choses. Donc, on va regarder la vidéo ensemble. Je ne l'ai pas regardée, j'ai juste avancé au max parce que elle parle, elle parle, elle parle en attendant, puisqu'elle propose souvent des illustrations, des goodies, etc. pour accompagner le challenge. Donc, on a zappé tout ça. Et en tout cas, j'ai créé une commande, du coup, la commande pack, tout simplement, où vous pourrez de toute façon retrouver sa vidéo et retrouver sa pile à lire et ses recommandations. Donc ça peut être cool pour donner des pistes. Du coup, je n'ai pas regardé non plus la vidéo pile à lire ni la reco. Je le ferai peut-être de mon côté, mais c'est vrai que c'est un challenge que je me réapproprie personnellement, c'est pas forcément des lectures que je vais faire. Je lis pas tant de fantasy que ça, je lis plus de SF et encore j'en lis vraiment pendant une certaine période dans l'année. Mais voilà, donc personnellement je me réapproprie un petit peu le truc et je pense que ça peut être sympa de vous le partager, également parce que les personnes que je suis dans la booktube sphère, putain on va y arriver, et bookstagram, etc. C'est vrai qu'on a plus l'air tous de lire des classiques, etc. Et pas forcément du coup de fantasy, de SF et autres, mais c'est pas grave, on peut tout à fait caser plein de classiques dans ce type de challenge. Donc je me suis dit ça pourrait être cool, parce que c'est vraiment un challenge qui va durer pendant tout l'automne, donc du début septembre jusqu'à fin novembre. Donc voilà, on va voir ce qu'on va pouvoir caser. Il y a des livres que j'aimerais caser dedans, il y a des livres que j'avais achetés un peu exprès en amont, ne sachant donc pas si ça allait pouvoir entrer dans des catégories ou non. Donc ça va être un peu la surprise. Et surtout, donc dans mon tiroir de l'enfer là, avec ma cinquantaine de livres, je sais même pas ce qu'il y a dedans réellement en fait. Je ne sais plus vraiment ce que je possède comme livre, donc on n'est pas à l'abri de faire des redécouvertes et d'avoir des choses que j'aimerais lire. Sachant aussi que de ma pile à lire estivale. Bon, alors l'été n'est pas terminé, on est d'accord, mais je n'ai absolument pas tout lu encore. Il y a des ouvrages que je voulais absolument lire durant l'été et que j'espère pouvoir caser pour le pumpkin. Donc ça, on verra, ça va être la grosse découverte, mais du coup, on va y aller tranquille. De toute manière, ce stream, il sera aussi disponible en replay, je vais le remettre en temps fort, et puis je pense que je vais le mettre aussi sur YouTube. Bonsoir, j'ai vu les vidéos de Guimauve ce matin et pareil, je ne lis pas du tout de fantasy, etc. Mais challenge est très chouette. Bah et voilà, c'est exactement ça. Il faut vraiment se réapproprier. Après, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec celui. Il y en a un qui se déroule aussi pendant Noël, je sais plus exactement le nom, mais qui est hyper populaire du coup sur YouTube. Par contre, là, j'ai vraiment plus de mal à me l'approprier parce qu'il y a vraiment des catégories où il faut lire des romances de Noël, etc., etc. Donc c'est un peu compliqué, mais je trouve que Guimauve rend quand même le pumpkin assez accessible et ça, c'est plutôt chouette. Donc on va lancer ça. Je l'ai préparé là, voilà. Comme d'hab, on n'est pas à l'abri qu'Athénaïs fasse du foin parce qu'on s'occupe pas d'elle, donc vous certainement dans la prochaine vidéo. Donc eh ben, voilà, vous certainement. avez toutes les clés en main pour débuter cette nouvelle session du Ok, Pumpkin Autumn Challenge bon. qui débutera le 1er septembre et se terminera le 30 novembre. Oui, c'est bien dans le fond, vous avez raison, c'est absolument comme tous les ans, il n'y a rien qui change de ce côté-là. Et évidemment, On n'est pas rendu avec tout ça. Bon, ça va être la partie très folklore du stream. Je vais aller tout là-bas pour aller farfouiner dans mes tiroirs. Donc bon, ça va être voilà. Ouais. Il y a certains trucs où je pense voir quoi faire. D'autres, j'espère avoir, parce que comme dit, moi, si je peux éviter d'acheter des livres, ça m'arrange fortement, quoi. Donc bon, on va dégager ça. Oula, je fais tout bouger. Là, ok.
Bon, on est parti. Ok. Donc, bah, comme dit, c'est vraiment mon tiroir à merdier, à bouquin. Tout est là-dedans. Donc là, c'est un plan, mais complètement ridicule. On est d'accord. Mais bref, il y avait une catégorie famille, il me semble, hein. Dans l'automne douceur de vivre, ça je sais, ce sera le prochain Rougon-Macquart que je dois lire, qui est La conquête de Plassans. Je vais prendre les livres et on va en parler après, mais famille, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a? Le thriller, ça j'avais acheté exprès. Non mais il faut que je fouille en plus. Mon Dieu. Pas lui. Et lui, c'est bien un thriller, hein. C'est quasi que ça. Oui, c'est un thriller. Hop, c'est bon. Sorcière, théâtre, ah bah très, eh bah, je suis pile dessus, ça c'est bon. Bah finalement c'est pas si mal. Ça, eh ben, le folklore, ça je vais pas m'embêter. Euh, ouais, là c'est l'automne, ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour l'automne? Ouais. Ça peut faire couverture automnale à la limite. On le met en option, mais je suis pas convaincue. Ah ça, j'y ai pensé pour une catégorie. Oh, mon Dieu. Non, mais ça va être compliqué, ça. Chose. Oh là là. Ah, bah alors là, je pense que je vais me mettre une option. Parce qu'en vrai, je sais pas si j'aurai le temps dans tout le challenge. J'ai les hauts de Hurlevent. Pour l'automne, ça me semble pas trop déconnant. Mais je l'ai en anglais. Et je l'avais un peu lu au lycée, ça m'avait passablement endormi. Bon, on verra. Je le mets là, puis je trouverai peut-être une option autre. Bah, je vais peut-être mettre lui en optionnel, hein. Je vais mettre ça en optionnel. Ok, la famille c'est fait. Ça, bien-être, santé mentale. Enfin, ça c'est la santé mentale, mais ça peut être très philosophique. Ah, j'ai rien de positif moi dans mes lectures, c'est terrible, hein. Non, bah on va mettre ça. On va rester sur santé mentale. Humour illustré. Ah oui, ça c'était parodique. Que c'est que ça? Je pense qu'on va mettre ça. Ok. Bah, finalement, on s'en sort pas si mal. Petit peuple, féerie, nature. Ah oui, c'est ça qui va être un peu compliqué. Parce que est-ce que j'ai un truc sur les contes ou pas après? Euh, Ah, peut-être que je peux. Ah, mais non, j'ai un truc. Ouais, je peux peut-être mettre ça. C'est quoi dedans? On va tenter ça. Peut-être que ça se trouve pas du tout, donc on verra. Écologie, science-fiction, j'ai vu ça passer. Ah oui, LGBT, féminisme, mais j'ai rien sur le féminisme en fait. Dans mes... Ah, ça peut... Oui, on va dire que temps, horloge, steampunk, ça c'est du steampunk. Kilomité, genre de rythme métaphorique. Ça.
Archéo, artefact, voyage cet été. Et bah final. Eh bah vas-y. C'était aussi merveilleux. Bah finalement ça allait méga vite. Les autres années j'ai bien plus galéré. Là je suis super contente. Vraiment surprise. Mais pas mal. Au pire des cas j'en ai peut-être même un rajouté là dans la pile. Et du coup ça débarrasse pas mal ce fichu tiroir. Ok. Bon. Bah, cool. Il n'y a plus qu'à ramener ça. Ah là là. Des plans très chelous. C'était vraiment le jour à mettre une jupe. On est ravis. Ah là là. Hop. C'est pile. Ok. Et mes notes. Ok. Bon. Voilà. On est un peu mieux comme ça quand même. Du coup, bah, je suis assez contente. Je suis allée méga vite en fait. Donc ça, c'est bien. Je pense que j'ai pas trop eu besoin de tricher entre guillemets cette année-là. Parce qu'il y a des années. Non, l'année dernière plutôt, j'avais quand même pareil galéré sur la catégorie Halloween, Samhain, etc. Donc j'avais juste pris un bouquin avec une couve orange pour me rappeler un peu les citrouilles et tout. Mais là, je pense que ça ira pas mal. Donc si on reprend dans les catégories, l'automne frissonnant, j'ai pas noté, j'ai pas eu le temps de noter tous les intitulés exacts. Et puis il y en avait qui étaient un peu particuliers. Donc on va juste faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est la catégorie où j'ai choisi un thriller pour le coup. Et j'ai encore pris un Richard Morgan, c'est le Thin Air. Et j'avais déjà eu l'année dernière un Richard Morgan pour justement cette catégorie. Donc là, je vais vous faire tous les résumés des bouquins que j'ai choisis. Comme ça, on aura un peu tout parcouru. Et puis après, je m'en irai gaiement de mon côté. Enfin pouvoir prendre une touche, etc. Puisque je ne vous ai pas fait l'affront de streamer en pyjama cette fois-ci. Mais c'est pas l'envie qui m'en manquait. Bref. Alors, là, on est sur l'histoire de Hakan Veil, je pense que ça se prononce comme ça, qui est un ex-agent de sécurité et une véritable machine à tuer grâce aux technologies militaires qui équipent son corps. Ses anciens employeurs l'ont abandonné sur une planète Mars troublée où les institutions terriennes se battent pour l'argent et le pouvoir sur fond de lutte d'indépendance. Bale pourra retourner sur Terre s'il accepte d'assurer la protection de l'une de leurs employées, une mission facile jusqu'à ce que sa cliente commence à enquêter sur la mystérieuse disparition d'un gagnant de la loterie, dévoilant un nid d'intrigue et de meurtre. La machine à tuer devient alors la cible de puissants ennemis, prêts à tout pour l'éliminer. Je suis curieuse de voir tes livres pour le menu automne douceur de vivre. Perso, le menu le plus dur, je trouve, mais c'est exactement ça. Mais douceur de vivre, moi, tous les ans, je galère et c'est pour ça que ça m'a surprise d'aller aussi rapidement. Donc, je suis très contente. Donc, en tout cas, comme d'habitude, on est sur des techno-thrillers avec Richard Morgan. Ça peut être assez particulier, c'est pas forcément le genre d'ouvrage que je recommande à tout le monde. Également, dans tous les livres que j'ai pu lire de lui, donc j'ai lu les 3 Altered Carbon et j'en ai lu un Blackman, et il me semble que c'est une duologie Blackman, je veux pas dire de bêtises, mais c'est des livres qui sont relativement indépendants. Mais dans chacun des livres, il y a quand même aussi une ou deux scènes de sexe explicite, c'est compliqué à dire, et c'est pas du sexe plan-plan, etc. C'est très, très figuratif et tout, donc ça va pas être pour tout le monde, mais voilà, donc ça. C'est parfait, j'étais sûre que ça allait tomber là-dessus. Donc pour la deuxième catégorie, j'ai choisi de garder le mot-clé tragédie parce que c'était l'un des livres que je voulais lire pour cet été, qui est l'ultime tragédie hop, de Abdoulaye Sylla, qui avait été recommandé par Antastasia quand elle avait fait ses capsules sur les auteurs d'Afrique. Et il m'intriguait pas mal. C'est un livre qui est écrit par un auteur de Guinée-Bissau, qui du coup nous narre la tragédie qui a toujours deux versants. L'un tragique pour pleurer, l'autre comique pour rire aux larmes, car rire et pleurer sont deux jumeaux, enfants de papa cœur et de maman bouche. L'ultime tragédie n'échappe pas à cette ambivalence. Cette œuvre présente aussi ces deux aspects si éloignés et en même temps si proches l'un de l'autre, celui du colonisateur convaincu de ses pouvoirs et celui du colonisé à la recherche de ses droits. Il s'incarne dans des personnages gravitant autour de Ndani, alias Daniela, supposée être habitée par un esprit mauvais.
L'administrateur, imbu de sa mission et armé du fouet civilisateur, entre guillemets, le régulo d'une désarmante malice qui ne manque pas de grandeur mais reste cramponné à son orgueil, l'impétueux professeur en rupture avec ses illusions d'adolescent et réanimé par la force d'un amour juvénile. Outre les relations complexes qui se tissent entre ces personnages, s'affirme un autre élément, le style novateur du roman qui, par un judicieux recours au criol, nous entraîne à la découverte des couleurs locales, nous fait respirer les senteurs de la terre, nous berce dans les sonorités d'un accent typiquement guinéen. Il me semble que le créole, du coup, c'est des mots qui sont propres à... Bah, c'est le créole, en fait, hein. Il me semble que c'est ça. Pas dire de bêtises, je verrai bien au fur et à mesure. Mais ça tombait super bien, qui est sous mot-clé tragédie, sachant que l'été n'est pas terminé, mais que je voulais absolument le lire. Je suis ravie. Et Athénaïs qui essaie de boire mon thé, cette maline. J'ai le seul chat de France qui veut boire dans des tasses de thé. Hein? Mais c'est pas pour toi. Bref. Hum, hum, hum. Et donc la troisième catégorie, qu'est-ce que j'ai gardé pour ça? C'était le folklore de truc machin, là, j'ai pas du tout retenu. C'était créature, obscure et fantasy. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai gardé le folklore du coup dans celui-là. Parce que pour mon nouveau job, je bosse pour une marque suédoise et j'avais acheté du coup le dictionnaire insolite de la Suède qui va reprendre du coup bah, des termes suédois de soit de traits de leur société ou des choses typiques, des personnages de Suède, etc. Des mouvements politiques, etc. Donc je me suis dit ça pourrait être pas mal. Et voilà, c'est vraiment comme son nom l'indique, hein. Prospère, écolo et égalitaire, la Suède est la bonne élève de l'Europe. Entre la pureté de sa nature et son design douillet, son bien-être social et ses 100 variétés de harengs marinés, la qualité de vie à la suédoise fait vite oublier ses hivers interminables et les crimes épouvantables de sa littérature policière. C'est vrai qu'ils sont un peu particuliers. Dans ce pays d'eau, de forêt et d'air pur, le pragmatisme et les joies simples prévalent. Une visite suffit pour tomber amoureux de sa lumière particulière, de sa musique pop qui fait danser le monde et de ses habitants bien plus chaleureux qu'on ne l'imagine. Le fameux modèle suédois, entre guillemets, existe toujours et s'exporte désormais aussi bien qu'un meuble en kit. Wink wink. Donc voilà, ça je me suis dit pour le folklore, ça tombe à peu près dedans. Il doit sûrement y avoir des parties du folklore, donc voilà, pour celui-ci. Et donc, le menu douceur de vivre, qui est donc le plus casse-tête, mais ça c'est bien rentré. La première catégorie, donc c'était ouais, pour Halloween, Samhain et automne. Halloween, Samhain et automne. Et du coup, je m'étais dit que je prenais quoi? Ah oui, donc j'ai dit que je prenais les Hauts de Hurlevent. Parce que ça me semble assez... bah déjà, la couverture me semble plutôt automnale. Mais ça me semble assez à propos dans la lande, etc. Sauf que comme dit, je l'ai en anglais, donc comme c'est déjà pas en soi un classique qui me motive vraiment à être lu, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté en VO. Je peux lire en VO, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ça me prend un tout petit peu plus de temps qu'en français, et j'ai un peu de mal avec les livres anglais ou états-uniens parce que c'est écrit tout petit dedans. C'est souvent de la police mouche sur une qualité de papier que j'aime pas spécialement. Donc bon, voilà. Mais on verra bien ce que ça donne. Ça semble pas si épais que ça, mais c'est assez trompeur justement sur ces éditions. Oui, ça fait pas 400 pages. Ça fait à peu près 350 pages, donc c'est pas la folie folie non plus. Mais comme dit, c'est plus un classique que je dois lire entre guillemets dans ma vie, plus qu'un classique que j'ai envie de lire. Donc je me suis mis ça, et donc je me suis mis un choix annexe. Bah alors là c'est de la pure triche, hein, parce que c'est plus les couleurs qui me font penser à l'automne sur la couverture. C'est La fille aux yeux d'or de Balzac, parce que j'ai jamais vraiment lu du Balzac, et voyez, on est clairement dans des tons automnaux. Donc là, c'est purement de la triche entre le vert, le orange, un peu de burgundy comme ça, mais non, là c'est de la pure triche. Donc
Je verrai comment j'avance dans les hauts du Hurlevent, mais si ça traîne trop, on va lire celui-ci par défaut, je pense. Donc pour La fille aux yeux d'or, le résumé, Paquita, l'énigmatique fille aux yeux d'or, subjugue Henri de Marsay. Pour faire la conquête de cette jeune femme retenue captive par une personne dont l'identité reste secrète, Henri se laisse entraîner dans une intrigue pleine de mystères et de surprises. Dans ce récit aux accents romantiques et orientalistes, le désir prend des couleurs chatoyantes, mais l'amour ne cesse de côtoyer la mort. Ah bah quoique du coup avec ça on est un peu dans le thème automnal, non? Je ne sais pas. Coucou du coup Mgin Space, je ne sais pas, toujours les pseudos à prononcer. Du coup t'arrives maintenant, on a déjà fait la vidéo, je suis en train de faire la pile à lire mais ce sera disponible après, hein, pas de souci. Pour après, Gégé, tu ne trouves pas que ça sent bon dans, ça doit être une pâtisserie, un resto, je ne sais pas. J'ai j'ai pas eu le temps de noter non plus, je dit: «What?» C'est parcours initiatique jeunesse famille. Donc moi j'ai gardé famille et j'ai pris donc le prochain Rougon-Macquart que je dois lire pour le challenge Lisons les RM de d'Antastasia et Nabolita. Non, j'ai pas fini du tout Ludo, mais c'est juste que on a vu la vidéo en fait avec les menus, etc. Et donc là je suis plus en train de faire ma pile à lire. Donc mais voilà, mais c'est pas terminé. Donc oui, là c'est on avance un peu parce qu'on doit lire un Rougon-Macquart tous les 2 mois en fait. Enfin, on a 2 mois pour en lire un, grosso modo. Et donc là, on en est à la conquête de Plassans. Donc celui-ci, alors c'est une citation dans le livre, donc je sais pas si ça vaut bien la peine. Je vais pas vous faire la citation, c'est pas intéressant, je pense. C'est le quatrième Rougon, du coup, celui-ci. Ça avance tranquillement. J'ai eu du mal avec le ventre de Paris, franchement, parce que toute cette bidoche partout, etc. Moi, je suis végétarienne, donc c'était pas plaisant à lire. Là, j'espère qu'on va retrouver, on va retourner un peu sur les intrigues familiales justement de la famille Rougon et ou de la famille Macquart, ou les deux en crossover. Du coup, je ne sais pas comment ça va se passer, mais si on est de retour à Plassans, ça va être les deux côtés qui se fight un petit peu, donc ça risque d'être assez sympa. Donc ça, j'ai hâte de m'y plonger. Ça va être bien. Un livre, tu le finis en combien de temps? Bah alors ça va vraiment dépendre et c'est même pas en fonction de la grosseur en fait. C'est juste si je suis happée dedans, si, je vais avoir des temps de transport infinis. En fait, je saurais pas dire. Honnêtement, en moyenne, je lis, 2 à 3 livres par semaine. Après, comme dit, ça va pas être parlant en fonction de la grosseur, quoi. Donc bon, autant, bah, tu vois, à un moment donné, on va tomber sur Faust, petit comme il est, ça se trouve, je peux mettre, 3 semaines à lire, quoi. Donc c'est pas je saurais pas dire, honnêtement. Mais à peu près 2 3 livres par semaine. Voilà. La troisième catégorie, c'était plus autour du feel good, du bien-être et de la santé mentale. Alors là, on va n'être ni feel good ni bien-être. J'ai juste gardé du coup la santé mentale avec le bal des folles que je veux lire depuis un temps infini et j'arrête pas de vous en parler. Et comme il est dans ma pile de l'été, il sera lu, ça c'est sûr. Heu, ouais, même pas forcément si le livre il est pas ouf en fait, parce que même si c'est un livre que j'aime bien mais qui est un peu compliqué à lire, où il faut vraiment s'attarder sur des phrases et tout, tu vois, je peux mettre plus de temps. Ou comme je disais, si je lis en anglais, je peux mettre un peu plus de temps à lire ou si je vais lire en italien ou en portugais, je vais mettre un peu plus de temps. Donc je saurais pas et puis des fois, même des livres pas ouf, en vrai, comme je veux quand même les terminer, je les lis tellement en diagonale que je vais les lire extrêmement vite et en 2 jours, je peux terminer un livre que j'ai pas trouvé, fifou, mais quand même avoir, le principal de l'intrigue, quoi. Donc bon. Et donc pour le Bal des Folles de Victoria Mass, c'est un ouvrage contemporain mais qui va parler de la fille multilingue. On essaye, ouais, je lis principalement sur des livres bilingues, hein, non plus pour l'italien et le portugais, le temps de me mettre bien dedans, mais bon, on essaye. Et puis c'est des langues pas très compliquées par rapport à la nôtre aussi, c'est assez transparent. Et puis il faut toujours avoir des dictionnaires à côté de soi quand on lit des langues étrangères, c'est comme ça qu'on retient. Voilà. Donc oui, un livre contemporain, mais qui va parler du 19e siècle. Donc ça, je me dis, ça peut être sympa en termes de style. Et donc on nous dit, chaque année, à la mi-carême, se tient à la Salpêtrière le très mondain Bal des Folles. Le temps d'une soirée, le tout Paris s'encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Cette scène joyeuse cache une réalité sordide. Ce bal costumé et dansant, entre guillemets, n'est rien d'autre qu'une des dernières expérimentations de Charcot, adepte de l'exposition des fous.
Dans ce livre terrible, puissant, écrit au scalpel, Victoria Mass choisit de suivre le destin de ces femmes victimes d'une société masculine qui leur interdit toute déviance et les emprisonne. Parmi elles, Geneviève, dévouée corps et âme au service du célèbre neurologue, Louise, une jeune fille abusée entre guillemets par son oncle, Thérèse, une prostituée au grand cœur qui a eu le tort de jeter son souteneur dans la Seine, Eugénie Cléry, enfin, qui, parce qu'elle dialogue avec les morts, est envoyée par son propre père croupir entre les murs de ce qu'il faut bien appeler une prison. Un hymne à la liberté pour toutes les femmes que le 19e siècle a essayé de contraindre au silence. Donc ça va être hyper intéressant. Et ouais, il a l'air super le bal des folles. Et c'était mon manager qui l'avait lu, qui l'avait beaucoup aimé. Et à l'époque où je travaillais à Trudon, on fournissait en fait le cinéma en bougies double mèche qui sont un peu spéciales pour justement bien être imprimées sur les rétines, les lentilles quoi. Et il y avait une des productions du Bal des Folles, parce qu'il y a deux films qui vont être adaptés par rapport à l'ouvrage qui se procurait chez nous en fait. Donc ça m'avait redonné envie de le lire quoi. Et là, il faut vraiment que je le lise parce qu'il a l'air juste captivant en fait. Et tout le monde n'en dit que du bien et je sais que je ne peux pas être déçue là-dessus quoi. Donc j'ai vraiment très très hâte. Mais on n'est vraiment pas sur du feel good et du bien-être du coup. Donc bon. Et le dernier, donc là c'était un livre plutôt axé humour ou illustré, etc. Et j'avais acheté, je savais pas si ça allait pouvoir correspondre à une catégorie, mais je l'avais pris exprès pour. Et je suis ravie de voir que oui, finalement, donc j'ai eu le nez creux. Euh, et en plus, c'est idiot parce que j'ai même pas lu le livre duquel il s'est inspiré. Donc, je ne sais pas si je le lirai pas à l'avance. À Discord bug et tout. Et bah, du coup, à la prochaine, Ludo. Mais du coup, t'auras le replay, puis au pire, on s'en parle sur Insta juste après. Il a pas de souci. Donc, j'ai pris un livre qui a été coécrit par trois auteurs, par Laurent Jeunefort, Laurent Weil et Pierre Bordage. Et on sera sur Crime, Alien et Châtiment. Voilà. Mais je n'ai pas lu Crime et Châtiment. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de le lire avant. Mais du coup, ça me fait un achat livre encore. Mais voilà. Et donc, bah, là, je pense qu'on est totalement axé humour parce qu'on doit être complètement sur une parodie. Nous étions adulés, nous parlions devant des stades entiers de lecteurs, nous faisions rêver les foules avec nos romans de science-fiction, mais pas de bol, les aliens ont débarqué et plus personne n'a envie de lire nos histoires de petits hommes verts. Du coup, pour survivre, nous sommes devenus détectives privés. Pour des affaires liées aux extraterrestres, évidemment. Mettez E.T., j'ai bugué un petit peu. C'est bien le seul domaine dans lequel on peut prétendre à une quelconque qualification. C'est que nous, Laurent Jeunefort, Pierre Bordage et Laurent Weil, avons de la ressource. Aucune affaire ne nous fait peur. Les nouveaux détectives du crime sont là. Et nos enquêtes sont formidables. Enfin, parfois. Donc ça peut être assez barré, ça peut être sympa. On verra bien. Mais je suis contente que du coup il y ait une catégorie qui tombe pile pour lui parce que vraiment je l'ai acheté sans trop savoir dans quoi je pourrais le mettre et c'est assez chouette. Donc voilà, on a fait Automne douceur de vivre et donc ça s'est plutôt bien passé, étonnamment. L'année prochaine, je pense que j'achèterai vraiment des bouquins autour d'Halloween spécifiquement, comme ça je me ferai pas avoir comme tous les ans à me demander comment ça va se passer parce que c'est juste pas possible. Donc après ils ont Automne enchanteur. Et là, Petit Peuple Féerie Nature, j'ai eu un peu de mal et donc j'ai mis un peu par défaut. Je sais pas s'il y en aura à l'intérieur, ça je verrai bien. Mais chez Taschen, j'avais acheté des contes anciens du Nord, à l'est du Soleil et à l'ouest de la Lune, qui a été illustré par Kay Nielsen. Ça a l'air d'être super joli. Donc on verra bien s'il y a du petit peuple ou autre, mais déjà dedans comme ça. C'est juste très très beau. Donc il doit peut-être y avoir des illustrations avec du petit peuple, ma foi. Donc ça peut être super chouette. Je sais pas si... est-ce qu'il y a les noms des auteurs à chaque fois de ces contes? Parce que des fois, comme c'est vraiment purement folklorique, on ne sait pas à qui les attribuer. Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment les références. Non. Parce qu'ils en ont édité aussi sur Grimm et Andersen, il me semble qu'il y a les deux. Mais les illustrations, quoi, mais c'est super joli.
Donc vraiment hâte de m'y plonger. Et ben là, de toute façon, j'ai montré des arbres. Donc on a déjà la nature. Donc quelque part, je pense que on devrait s'en sortir quand même. Là, je suis capable de le feuilleter pendant 1000 ans, hein, mais c'est marrant, ça rappelle un peu bah, Jérôme Bor. Mais il s'en est inspiré ou pas? Ah oui, il parle de lui, donc je pense qu'il a dû s'inspirer de Jérôme Bor, hein. Bah oui, 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 oui. Je suis captivée par ça. Bref, on verra bien, mais il me fait vraiment très très envie. Donc, mais je pense qu'on n'est pas tombé à côté. Ensuite, on a une catégorie qui est, donc c'est Nom d'une dune, qui est écologie, science-fiction. Et là, pareil, j'avais acheté un livre exprès parce que j'étais à peu près certaine qu'il y ait l'écologie ou du nature writing quelque part, mais il correspondait pas au nature writing dans mes souvenirs. C'est Ecotopia de Ernest Callenbach, qui date du coup des années 70, deuxième moitié des années 70. Trois États de la côte ouest des États-Unis, la Californie, l'Oregon et l'État de Washington, décident de faire sécession et de construire, dans un isolement total, une société écologique radicale baptisée Ecotopia. 20 ans après, l'heure est à la reprise des liaisons diplomatiques entre les deux pays. Pour la première fois, Ecotopia ouvre ses frontières à un journaliste américain, William Weston. Au fil des articles envoyés au Time Post, il décrit tous les aspects de la société écotopienne. Les femmes au pouvoir, l'autogestion, la décentralisation, les 20 heures de travail hebdomadaires et le recyclage systématique. Mais c'est pas ce qu'on attend depuis des lustres, ça, très franchement. Je me souvenais plus du tout du résumé. D'abord sceptique, voire cynique, William Weston vit une profonde transformation intérieure. Son histoire d'amour intense avec une écotopienne va le placer devant un dilemme crucial, choisir entre deux mondes. Récit utopique publié en 75, traduit dans le monde entier, Ecotopia offre une voie concrète et désirable pour demain, et ce faisant agit comme un antidote au désastre en cours. Je sais pas si ça va jouer rôle d'antidote ou si ça va juste nous déprimer davantage, mais ça a l'air super bien en tout cas, et je me souvenais pas à ce truc de femme au pouvoir et tout, donc en vrai, en plus, il peut rejoindre la catégorie féminisme, parce que les catégories, de toute manière, Guimauve le dit bien, et comme dans à peu près tous les challenges, tout peut se recouper, quoi. On n'est pas obligé de lire un livre par catégorie, on peut cumuler. Moi, j'aime bien faire un livre par catégorie, c'est psychologique. Et le Ecotopia, là, il a l'air vraiment, vraiment bien. Et donc l'autre catégorie qui suit, c'était donc Princesse avec un livre plutôt LGBT, féminisme, etc. Donc lui pourrait fonctionner dedans, mais j'en ai pris un qui, par la thématique, par le truchement de la thématique, pourrait être féministe. Donc ça, on verra bien. C'est de Camille de Peretti qui a écrit Le sang des Mirabelles. Et lui, je l'ai pris pour une lecture un peu pas complémentaire, mais pour rester dans un thème un peu médiéval, parce que je suis en train de lire La Cité des Dames de Christine de Pisan. Et je me dis que on peut rester un peu dans ces thématiques-là, surtout avec le résumé. Ça, c'est une citation de... Je vais pas vous faire la citation du livre, on va partir sur le petit résumé en dessous. Au cœur du Moyen Âge, deux sœurs, Éléonore et Adélaïde, se bâtissent un destin singulier. Bravant les conventions, l'une découvre le véritable amour, tandis que l'autre s'adonne en secret à sa passion pour la médecine. Mais cette quête d'émancipation n'est pas sans danger à une époque vouant les femmes au silence. Donc je pense qu'on est quand même plutôt dans le thème et ça me semble assez intéressant étant donné que bah, du coup Christine de Pisan va, voilà, je termine la première partie du coup de l'ouvrage, mais va vraiment présenter énormément de femmes qui ont contribué aux sciences, au progrès, au savoir, etc. Et donc je pense que je rejoins un peu les thématiques avec celui-ci. Donc c'est un livre complètement contemporain, hein, mais il m'avait l'air pas mal intriguant. Donc voilà, le sang des Mirabelles. Et puis le titre, je le trouve assez joli, puis la couve, ça change un peu. Les J'ai lu et livres de poche, ils font quand même de plus en plus de jolies couvertures, ça va, c'est un peu moins plan-plan. Donc c'est top, parce que je lis quasi que du poche perso, donc c'est agréable. Et donc la dernière catégorie qui a été créée pour cette année, c'est l'automne des mystères. Je suis un peu, je dirais pas déçue par rapport aux autres années, mais c'est vrai que en soi, ça me semble tellement fourre-tout le mystère que bon, j'ai un peu plus de mal à identifier quelque chose, mais très bien. Et donc le premier, c'était quelque chose qui fasse référence au temps, horloge, énigme ou steampunk, et j'avais acheté un livre steampunk exprès pour la saison.
C'est une intégrale, donc je sais pas exactement combien il y a de tomes, d'autant que le livre n'est pas tellement épais en soi, il fait à peu près 400 pages. C'est de Fabrice Collin, Arcadia. Donc voilà, dans la collection steampunk de Brajlon. Et là, on se situe à Londres en 1872. Dans le monde d'Arcadia, la réalité a les couleurs du rêve. Un royaume idéal baigné de féerie arthurienne dans lequel les ministres sont poètes et les artistes sont rois, où le futur est tabou et la mort improbable. Un jour pourtant, d'étranges présages viennent troubler la sérénité de la belle capitale. Neige bleutée, vaisseau fantôme, le peintre Rossetti et ses amis se sentent mystérieusement concernés. 140 ans plus tard, dans un Paris agonisant plongé sous les eaux, quatre jeunes gens férus d'art victorien entendent le même appel et s'apprêtent à déchirer le voile qui sépare les deux mondes. Voilà, donc du steampunk qui est aussi bah, finalement dans le voyage dans le temps, donc en vrai, sans même vraiment le vouloir, et bah, j'ai pu combler deux mots-clés sur cette catégorie, donc c'est plutôt bien. Jamais lu de steampunk encore. Bah, j'en ai lu vraiment qu'un seul autre qui m'avait déçu, alors que ils avaient vraiment encensé l'auteur, c'était merveilleux, tatati tatata. C'était juste une épreuve à lire tellement. C'est même pas qu'il n'y avait pas de style à ce niveau-là, c'est que un collégien l'avait écrit en fait. Les termes pour parler des protagonistes se répétaient en boucle et en boucle et en boucle. Enfin, c'était d'une lourdeur. Il y avait des bonnes idées, mais c'était un peu lourd, malheureusement. Et après, c'est pas tout à fait steampunk, mais ça a des airs de Pierre Pével. J'ai lu Le Paris des Merveilles et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et il y a vraiment des éléments de modernité dans un Paris de la Belle Époque, donc ça peut un peu relier comme ça. Et en fait, il y a des guildes de mages qui ont un peu chacun leur spécificité. Et une des guildes va utiliser justement des éléments qu'on pourrait considérer steampunk. En fait, ils vont vraiment utiliser le début de l'électricité, etc. pour faire des choses. Donc bon, tu renforces mes appréhensions du coup. Bah, ça, c'est le problème un peu des paralittératures, etc., quoi. C'est compliqué de trouver des bonnes choses parce que j'ai l'impression qu'on va éditer facilement un peu qui écrit dessus, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont un peu moins exigeants quant à avoir vraiment des ouvrages bien construits, bien finis. Mais Pierre Pével, ça peut s'apparenter à du steampunk sur certains trucs et je trouve que c'est bien écrit. Donc le Paris des merveilles, ça peut un peu fonctionner dans la catégorie si tu veux te lancer. Je trouvais ça assez intéressant comme histoire. C'est quand même plutôt érudit sans en faire trop non plus, parce qu'on va pas se mentir, le steampunk c'est quand même un peu à viser ado, jeune adulte, quoi. Mais c'est vraiment bien fichu. Donc ça peut le faire, je pense. On avait après donc un livre sur plutôt tout ce qui était philo, mythes et légendes, récits métaphoriques. Et donc là, j'ai choisi le Faust de Goethe. Je pense qu'on peut être un peu dans le thème avec ça. Ça fait un sacré moment que je dois le lire, mais pareil, c'est de la police mouche dedans. Donc bon, c'est pas long, mais voilà. Et puis c'est l'un de ces classiques qu'il faut, entre guillemets, avoir lu. Donc même si tout le monde connaît un peu Faust, il faut, je pense, le lire quand même pour comprendre certaines choses. Et donc là, on nous lit Faust 1808, s'ouvre sur un étrange pari entre ciel et terre. Dieu, qui a confiance en la nature humaine, accorde au diable d'induire un homme en tentation. Sous les traits de Méphistophélès, le diable propose un pacte à Faust, un savant désabusé. En échange de son âme, il lui promet de satisfaire éternellement sa soif de connaissance et de jouissance. Voilà. Par la réécriture de ce mythe fascinant, Goethe explore les tiraillements de l'âme humaine et pénètre au-delà du destin tragique de ce Prométhée moderne jusqu'aux arcanes de l'esprit et du cœur humain. Donc oui, des adaptations de ce conte, il y en a eu des milliards, par des milliards de personnes, sur des centaines de pays différents, mais c'est lui le plus connu en tout cas, donc on va se lancer dedans. Donc ça, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a son petit en avant Yvette Tempête, donc qui est Yvette Tempête, on verra bien. Je suis d'accord, quand on ne s'y connaît pas trop, on se perd dans toutes les références. Bah ouais, c'est un peu ça, et surtout quand c'est pas forcément le genre de littérature qu'on lit et qu'on suit pas forcément effectivement des booktubers ou des bookstagrammeurs
qui sont spécialisés là, parce que c'est pas des trucs qui nous intéressent, oui, on est un peu des fois, on sait pas trop quoi faire, quoi. Mais je sais même plus comment je suis tombée dessus d'ailleurs, sur le Paris des Merveilles, mais c'est une très bonne découverte. C'est une trilogie, mais en soi, le premier tome peut se terminer là, en fait, hein. Il n'y a pas besoin de lire les trois pour avoir une histoire finie. Chaque tome a vraiment ses histoires. Et il y a aussi eu d'éditer, là, il n'y a pas très longtemps, un recueil de nouvelles autour du Paris des Merveilles. Mais si t'as pas déjà lu les ouvrages, je te le conseille pas forcément. Et comme c'est de la main de plusieurs auteurs, chacun réinterprète un peu son Paris des Merveilles avec d'autres personnages. Donc la qualité est plus ou moins la même, c'est pas très égal, et puis des fois on a un peu de mal à s'attacher à certains personnages, surtout sur un format de nouvelle. Donc pas vraiment commencer par ce livre, vraiment lire le premier des romans, et tu peux t'arrêter là si t'as pas envie de te faire les trois, en tout cas. Et donc pour notre Yvette Tempête, on était sur de l'archéologie, artefacts, voyage, et là pareil, un livre dont je vous bassine depuis 1 an et demi, 2 ans, que je dois lire cet été, donc que j'ai remis là pour vraiment le terminer. Ce sont les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire quand on inventa l'agriculture, la guerre et les chefs de Jean-Paul Demoule. Et là donc on va être sur un ouvrage qui va nous parler donc de la préhistoire, de ce qu'on en sait, voilà, des découvertes qui ont été faites. Et c'est vraiment une période qu'on ne connaît que très peu et qui pourtant doit avoir tellement de choses intéressantes à nous apprendre. J'ai vu quelques cours, moi, d'anthropologie, de paléo-anthropologie. C'était hyper intéressant. Mais c'est vrai que ça donne vite mal à la tête avec les dates à retenir, qui sont très très anciennes. Mais là, il y a des choses pas mal. L'État et ses dieux, il y a plein de choses. L'invention du monothéisme, ouais, donc on va vraiment... qui a inventé l'art et le design? Donc déjà des questions très concrètes, entre guillemets, dans notre monde actuel. Mais voilà, pouvoir et contre-pouvoir, la société contre l'État, enfin ça a l'air hyper hyper vaste, quoi. Et c'est vachement bien. Qui a inventé les tombes et les cimetières? Enfin voilà, des trucs... on démarre tous de là, quoi. Et donc, c'est hyper important, je pense, de se renseigner là-dessus. Et donc là, on est complètement dans le thème de l'archéologie, artefacts, parce qu'on va très certainement parler agriculture, etc. Donc ça, j'ai vraiment très très hâte. Ça, il va vraiment falloir que je m'y plonge. Et donc la dernière catégorie, là on était plus sur donc cabinet de curiosité, donc l'art, les sciences, les musées, etc. Et j'ai un peu commencé à lire, pareil, je dois le lire cet été, c'est dans ma pile, donc l'intégrale de Jérôme Bosch, ou Bosch, je sais jamais comment ça se prononce vraiment. C'est un peintre que j'adore, du coup, qui est extrêmement connu. Je vais vous trouver sa toile la plus connue. Et que j'avais vue également en vrai au musée du Prado. Voilà, c'est celle-là. Non, ça va être un peu compliqué à voir. Est-ce que je l'ai pas en plus grand par hasard? Et c'est un peintre du 15e siècle, si je dis pas de bêtises, fin 15e, début 16e, si je dis pas d'âneries, qui a peint des choses complètement folles, quoi. C'est des choses complètement improbables, on pourrait vraiment penser que c'est de la science-fiction. Bah là, il me le découpe. Ah voilà, c'est celle-là, c'est la plus connue. Je pense que là, on voit bien. Donc voilà, c'est ce peintre-là qui peint beaucoup sur le paradis, les enfers, etc. Et j'adore. Et il y avait du coup l'œuvre complète chez Taschen dans leur Bibliotheca Universalis. Ce sont des ouvrages qui coûtent 13 euros si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment rien. Et je les trouve tous super bien faits, ceux-là. Il y a énormément de textes dans celui-ci parce qu'ils n'en ont pas tous forcément autant. Il y en a, ils présentent beaucoup d'affiches, de dessins, etc. Mais là, on retrouve énormément de textes, donc il est assez bien fichu. J'en suis vraiment qu'au tout début, hein, parce que j'ai eu d'autres lectures à privilégier. Mais c'est assez clair quand même. Et donc voilà, pour l'art, cabinet de curiosité en plus, vu que c'est assez particulier comme dessin, je pense que ça peut être bien. Si vous savez pas non plus trop quoi regarder, quoi vous procurer pour pas cher, enfin 13 euros ça va, c'est pas non plus le bout du monde quand on peut s'acheter des livres, du moins.
ça peut être bien. Surtout que les livres d'art, ça coûte quand même, c'est pas donné, donné, quoi. Donc je pense que ça, c'est quand même une bonne trouvaille, on va dire. Donc voilà pour toute cette pile à lire qu'on a composée en direct et je pensais franchement que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Donc moi je suis ravie. Ça a pas fait un stream trop long comme ça. Les éditions de ta chaîne sont top pour la vulgarisation d'histoire de l'art. Et ben oui, et la petite collection aussi qui est, elle est à 10 euros il me semble la petite collection, mais quand ils font leur braderie durant l'été, on en trouve facilement à 5 euros. Donc c'est voilà, et puis ils sont quasi neufs, c'est des livres qu'ils ont en exposition. Mais bon après ça nécessite d'être sur Paris, hein, malheureusement. Mais en tout cas, si vous êtes sur Paris ou alentour, une fois par an, ils font leur braderie pendant 3 4 jours au sein des soldes en fait estivales. Et vous pouvez vraiment trouver des livres mais qui sont dans un état parfait pour 3 fois rien. Moi, à chaque fois, je fais un peu la razzia quoi, et je suis vraiment ravie de ce que je trouve à chaque fois. Donc voilà, c'est un petit tips en passant. Donc voilà, je vais mettre de toute façon par la suite à jour la pile à lire, donc dans la commande pack que je vous remets là, si vous voulez voir quand même la vidéo de Guimauve qu'on a du coup regarder au début, et sa pile à lire à elle que je vais quand même regarder après, ça peut quand même toujours donner des idées, voire même pour l'année prochaine, on sait jamais, parce que Guimauve c'est vrai qu'elle met quand même beaucoup de FF, SFFF, dans ce sens-là. Mais elle a quand même des fois quelques ouvrages qui sont un peu plus tournés sur l'art, sur ce qu'elle a étudié elle dans son école d'art et sur tout ce qui sera freak show, etc. Parce que c'est les choses qui l'intéressent. Donc ça peut être pas mal. Donc bon, je suis désolée, j'étais dehors, j'ai donc coupé le live, j'espère être là pour les prochains. Mais il n'y a vraiment pas de souci, Fantasia. Et comme j'ai dit, de toute façon, lui, il sera disponible et de toute manière, je pense aussi le remettre sur YouTube par après. Donc voilà, donc ça va être retrouvable de toute façon et je pense qu'aussi il va y avoir des petits points réguliers sur l'avancée du challenge. Je pense que j'avais fait ça les autres années sur Instagram, donc on pourra peut-être faire ça de temps en temps, ça peut être pas mal quoi. Bah oui, leur braderie du coup c'est dans le 6e arrondissement, c'est quelle rue? C'est pas la rue de Bussy mais c'est juste à côté quoi. C'est rue Mazarine? Je sais plus. Ou c'est rue de Bussy qui fait jonction avec rue de Mazarine. Enfin bon bref, c'est dans le 6e en tout cas. Donc voilà, tout l'été, enfin pendant l'été, pendant 3 4 jours, ils font leur braderie et c'est hyper hyper intéressant. Donc bon, je vais pas m'étaler davantage, il me reste un fond de thé froid terminé. J'ai juste envie de prendre ma douche, de travailler un peu les petits trucs de mon nouveau job là, de remettre tout un petit peu à plat, me reposer et puis on se retrouvera donc plus tard. Je pense que le prochain stream qu'on fera, ce sera le stream Essa des Kéros. Je vais vraiment le bosser là pour vous le proposer pas trop tard. J'aimerais bien quand même avant mi-septembre. On va tenter. On verra bien. Donc passez une excellente soirée et puis on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!